Le système éducatif est très très important aussi. Ça ne fait qu'une quinzaine d'années que les formations en entrepreneuriat sont généralisées dans les universités. Et encore pas partout. À la grosse touche, je dirais que la grande majorité des universités proposent quand même l'un ou l'autre cours. Ça reste souvent insuffisant, mais tout de même. Non. Donc là, il y a une vraie évolution, un vrai changement des mentalités. Mais par contre, au niveau de l'enseignement secondaire et primaire, c'est pas encore du tout le cas. Avec notre modèle à ingurgitation, régurgitation de l'information, examen et stigmatisation de l'échec, on en est encore fort loin. Tout d'abord, Monsieur Janssen, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans ce podcast du Start. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter et expliquer votre rôle au sein de l'université de Louvain-la-Neuve? Ok. Donc, mon nom est Franck Janssen, je suis professeur d'entrepreneuriat ici depuis 2002. J'ai une formation d'économiste et de juriste. J'ai travaillé pour une banque d'investissement en Autriche. Après ça, j'ai fait un MBA aux États-Unis. Et ensuite, j'ai été avocat au barreau de Bruxelles pendant quasiment 8 ans. J'ai jamais tout à fait quitté l'UNIF. J'ai participé à la création de CPME à l'époque, donc en 97. Et puis depuis 2002, je suis professeur temps plein en entrepreneuriat ici. Pour l'instant, je suis aussi président de l'Institut de recherche en sciences de gestion. Et je suis, depuis de nombreuses années déjà, directeur académique de CPME et de la mineure en entrepreneuriat, en esprit d'entreprendre. Ok, donc pas mal de postes différents, mais vous enseignez donc principalement dans l'entrepreneuriat? Uniquement. Uniquement dans l'entrepreneuriat. Un petit peu de stratégie, mais principalement, oui. Une question que beaucoup de gens ont du mal à trouver leur voie. Ils arrivent à l'université, ils ne savent pas trop vers quoi s'orienter. Dans votre cas, comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que ce domaine-là vous a attiré? Comment est-ce que vous êtes arrivé à enseigner dans ce domaine? Alors, deux raisons principales. D'une part, comme j'ai une formation interdisciplinaire, donc économie pure, droit et gestion, l'entrepreneuriat se situe au croisement de toute une série de disciplines, donc ça ne pouvait que m'intéresser. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais étudiant aux États-Unis d'avoir comme professeur un monsieur qui s'appelait Carl Land, qui vit toujours d'ailleurs, à ma connaissance en tout cas, et qui était un des ponts dans le domaine, et c'est vraiment lui qui m'a attiré vers le sujet. D'accord, donc via un professeur. Et la création de CPME, donc vous avez participé à la création de cette option-là, qui a comme objet la création d'une entreprise pendant nos études. Comment est-ce que ça a été lancé? Qui a lancé l'initiative? Et l'objectif final, quel était l'objectif? Alors l'initiative, elle vient du recteur de l'époque, qui s'appelle toujours Marcel Crochet, mais qui n'est plus recteur entre-temps, qui a eu une conversation avec le CEO de Fortis de l'époque, qui s'appelle Jean-Jacques Verdict, qui n'est plus CEO non plus, mais qui s'appelle toujours Jean-Jacques Verdict. Et ils se sont dit que ce serait pas mal que l'UCL contribue au redéploiement économique de la Wallonie en montant des équipes interdisciplinaires, à l'époque d'étudiants venant d'ingénieurs de gestion, ingénieurs civils et droit. Parce qu'à l'époque, la structure des études n'était pas la même. C'était candidature et licence. Et toutes les licences n'avaient pas la même durée. Et donc ici, il fallait des licences en 3 ans. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée. Et Marcel Crochet, à l'époque, chargeait une équipe de professeurs de la fac de droit, de ce qui n'était pas encore le PL, et de ce qui s'appelait à l'époque l'IAG, l'actuel LSM, de monter ce programme, ce qui a été fait en l'espace d'1 an. Et c'est assez remarquable dans la mesure où, en règle générale, monter ce type de programme, surtout s'il est interfacultaire, ça prend des siècles. Parce qu'arriver à surmonter les murs disciplinaires, c'est vraiment la croix et la bannière. Pour que tout s'embrique. Et ici, grâce à l'énergie de cette équipe de professeurs et du recteur, de la volonté du recteur, ça a pu être fait beaucoup, beaucoup plus rapidement. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, si on n'avait pas eu le soutien des autorités à l'époque, on n'y serait pas encore. Je pense qu'il y a pas mal d'autres unifs qui essaient encore toujours de le faire, mais comme je disais, ces murs entre facultés sont tellement insurmontables, d'autant plus que CPME s'est vu déléguer le droit d'organiser les mémoires. Ah ok, génial. Et donc l'objectif, vous l'avez dit, c'était vraiment redynamiser la Wallonie. On sait qu'en matière d'entrepreneuriat, la référence, c'est les USA. Ils sont énormément en avance. Et on dit très souvent que nous, en Europe, France, Belgique, etc., on est en retard par rapport à eux. Mais j'ai envie qu'on prenne un peu de recul et qu'on
on a un peu une vision globale. Est-ce qu'en Europe, par rapport au reste du monde, on est vraiment en retard? Est-ce que c'est vraiment si difficile que ça d'entreprendre dans nos pays? Ou si on prend une vision globale, ça va par rapport Je dirais que, peut-être une réponse en deux temps. On ne peut pas regarder l'Europe comme étant une seule et même entité. Fatalement, le marché américain, c'est un seul marché, partageant une seule et même langue, et avec une culture qui est quand même relativement commune à l'ensemble des Américains, ce qui n'est pas le cas en Europe. Nous sommes différents à la fois en termes de langue, en termes de culture, en termes de culture religieuse aussi, parce que la culture religieuse a un gros impact sur l'entrepreneuriat, on ne le sait souvent pas, mais la culture protestante est beaucoup plus propice à l'entrepreneuriat que la culture catholique, par exemple. Donc je ne parle pas de religion en tant que pratique, je parle de religion en tant qu'élément culturel. Et donc je dirais que les pays protestants, étant plus individualistes, étant plus favorables à la poursuite d'activités lucratives, dirais-je, où le facteur travail est plus important que dans les cultures catholiques aussi, sont plus propices à l'entrepreneuriat que les cultures catholiques qui prônent plus des valeurs d'appartenance au groupe, qui ont plus de mal avec l'acceptation du profit, de l'argent. Et donc, il ne faut pas voir l'Europe comme une seule et même entité. Okay. Maintenant, de manière générale, je dirais que la situation est tout de même moins bonne qu'aux États-Unis, avec des exceptions. On connaît tous les hubs entrepreneuriaux importants en Europe, comme Berlin, comme Stockholm, comme Paris est en passe de le devenir aussi. Donc là, il y a vraiment une redynamisation qui a lieu depuis un certain nombre d'années. Et donc, je pense que si la situation était mauvaise il y a une dizaine d'années, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont quand même, de manière générale, pris conscience de l'importance de l'entrepreneuriat. La Commission européenne au premier chef, qui, elle, essaie de mettre en place des mesures stimulant l'entrepreneuriat depuis de nombreuses années. Et ça a fini par diffuser vers les gouvernements nationaux et régionaux aussi. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. Maintenant, il n'en demeure pas moins que dans une série de pays, dont le nôtre, ça reste plus compliqué de monter son entreprise. Ça coûte plus cher que dans toute une série d'autres pays. On se demande jamais pourquoi on a tant d'indépendants en Belgique. Et ce n'est pas le cas dans d'autres pays où c'est plus facile de créer son entreprise, sa société. Eh bien, c'est tout simplement lié à ça. Ok, d'accord. Ok, donc, au-delà de la culture et au-delà du pouvoir public et du gouvernement, qu'est-ce qui fait qu'un pays sera justement plus favorable à la création d'entreprises? Est-ce qu'il y a des critères, une liste de critères qui favorisent la création d'entreprises? Puisqu'on sait il y en a des dizaines. Donc il y a évidemment, mais le critère culturel est très très important. Donc les valeurs que nous avons, ce que l'entrepreneuriat représente dans l'imaginaire collectif, la façon dont l'entrepreneuriat est traité par la presse, je parle de la grande presse, la presse grand public plutôt. Le système éducatif est très très important aussi. Ça ne fait qu'une quinzaine d'années que les formations en entrepreneuriat sont généralisées dans les universités. Et encore pas partout. Mais à la grosse touche, je dirais que la grande majorité des universités proposent quand même l'un ou l'autre cours. Ça reste souvent insuffisant, mais tout de même. Non. Donc là, il y a une vraie évolution, un vrai changement des mentalités. Mais par contre, au niveau de l'enseignement secondaire et primaire, c'est pas encore du tout le cas. Avec notre modèle à régurgitation de l'information, examen et stigmatisation de l'échec, on en est encore fort loin. Il y a évidemment aussi tout l'aspect, donc au-delà de l'aspect éducatif, l'aspect aversion au risque. Encore une fois, là on revient aux aspects culturels. Parler de la société américaine qui est beaucoup moins averse au risque que nous ne le sommes. Et ça se reflète évidemment aussi dans le système législatif. Donc ça c'est un élément additionnel. Donc l'aspect institutionnel, on se compris les législations. Et alors l'aspect familial évidemment, qui va avoir un impact important aussi sur la propension de devenir entrepreneur ou pas. Donc malgré tout ça, moi j'ai un œil extérieur par rapport à ça. Je vois qu'il y a l'entrepreneuriat est de plus en plus à la mode, j'ai l'impression que c'est un peu tendance. Enfin, on a de plus en plus de structures d'accompagnement comme CoStation, Bicentral, Startup Camp, anciennement Nestup, l'incubateur ici à Louvain-la-Neuve. D'où ça vient cette tendance? Est-ce que c'est grâce à, entre guillemets, on voit beaucoup de films sur les entrepreneurs à Hollywood par exemple. Est-ce que ça peut jouer sur cette tendance, cette mode, la coolitude d'entreprendre?
Je pense aussi que on parlait des pouvoirs publics, hein, je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience de la part des pouvoirs publics de l'importance économique de l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'on vit aujourd'hui dans une économie entrepreneuriale. Nos sociétés occidentales doivent et sont en train d'évoluer vers ce modèle-là. Et donc je pense que quelque part on n'avait simplement pas le choix. Okay. Et qu'à un moment donné, ça se soit transmis au système éducatif, à la presse, de manière générale, ça a fait en sorte effectivement que l'entrepreneuriat soit devenu cool, entre guillemets. Okay. Maintenant, il y a un autre facteur aussi qui est l'accélération de la durée, l'accélération de la diminution du temps nécessaire pour la création d'une entreprise. Ouais. Notamment lié à toute une série de secteurs dans lesquels on crée aujourd'hui. Ouais. C'est plus facile, ça semble plus facile dans un premier temps. Ouais. C'est facile de créer une application avec très peu de fonds, mais après, une fois qu'on veut passer à une audience beaucoup plus large, ça requiert des investissements gigantesques et ça souvent on a tendance à l'oublier. Okay. Mais le délai pour la création d'une entreprise, dans certains secteurs en tout cas, est de plus en plus réduit. Et alors par ailleurs, ça explique aussi le fait que des méthodes comme le Lean Startup aujourd'hui soient devenues à la mode et donc on fait un petit peu fi du plan d'affaires qui peut être chronophage, donc ça accélère aussi la création, le temps de création d'entreprise. Toute une série d'éléments qui font que l'entrepreneuriat est devenu aujourd'hui quelque chose de cool. Okay. Et alors, j'y reviens, mais ne sous-estimons pas l'importance de la presse, la façon dont l'image d'entrepreneur est véhiculée par nos médias, ça a complètement changé aussi. L'entrepreneur je ne dis pas qu'il est en train de prendre cette dimension héroïque, mais quand même quasiment presque, tant qu'il reste petit. Une fois qu'il devient trop grand, là malheureusement nos médias rattrapent un peu leur vieux réflexe de méfiance où ça se passe pas bien, c'est une grosse entreprise, que beaucoup de personnes sont intéressées par l'argent. Il y a cette mentalité où on tape sur les doigts des entrepreneurs dès qu'ils réussissent. Je ne comprends pas, parce que pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc il prend un problème, il fournit une solution, en plus de ça il crée une entreprise, crée des emplois, et on vient quand même lui taper sur les doigts. Je ne comprends pas pourquoi on a cette mentalité. Mais malheureusement chez nous en Wallonie, ça vient un petit peu du réflexe, je ne vais pas l'appeler marxiste, mais socialiste, qui se méfie, qui a une espèce de méfiance épidermique vis-à-vis de l'initiative privée. Tout ce qui ne provient pas des pouvoirs publics, c'est nécessairement louche. C'est véhiculé par des valeurs morales qui sont nécessairement douteuses. Et donc ça vient en partie de là, mais donc je ne désespère pas de voir changer les choses. Elles ont déjà bougé. Oui, voilà. Si aujourd'hui vous devez recommencer, vous avez 20 ans, vous voulez vous lancer, et il y a un domaine dans lequel vous souhaiteriez vous lancer qui vous attirerait plus ? Non, je pense pas. Je crois que tous les domaines sont intéressants. On voit de belles initiatives absolument dans tout. Et moi, je m'intéresse surtout aux entreprises à forte croissance. Et là, j'ai envie de directement tordre le cou à un canard, qui est de penser que les gazelles, donc les entreprises qui croissent très vite, se retrouvent surtout dans un secteur. C'est faux. D'accord. Il y en a dans absolument tous les secteurs. Ok. Et justement, si moi je veux me lancer aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour savoir si mon idée est bonne et par où je commence une fois que je l'ai validée ? Je pense qu'il faut effectivement la tester très rapidement et puis alors ne pas avoir peur de se faire aider. Je veux dire, il y a tellement de fonds qui sont disponibles, il y a tellement d'initiatives publiques, semi-publiques, privées, je pense au réseau Entreprendre par exemple, qui sont mis à la disposition des jeunes entrepreneurs que ce serait complètement idiot de s'en priver. En plus, je pense que c'est pas trop compliqué de lever des fonds, pas dans les mêmes dimensions qu'en Angleterre ou aux États-Unis, mais tout de même. Je crois que c'est pas trop compliqué de nos jours. Il ne faut pas non plus avoir froid aux yeux et il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide là où elle se trouve, donc chez des entrepreneurs confirmés qui font toujours un excellent accueil aux jeunes et qui n'hésitent pas à mouiller leur chemise sans nécessairement espérer quelque chose en retour. Donc je dois vraiment pas hésiter à en parler, parler de mon idée, mais forcément je dois aller parler aux bonnes personnes. Comment est-ce que vous feriez le tri entre un bon et un mauvais feedback ? Quelqu'un qui va vous faire une critique constructive, qui ne sera pas forcément agréable à entendre, mais qui va vous permettre de progresser, et une critique qui est apparemment ultra positive, mais qui n'apporte rien. Comment est-ce qu'on fait ce tri ? Et comment est-ce qu'on fait pour écouter les bonnes personnes ? C'est extrêmement difficile à dire.
Fatalement, il faut poser un jugement de valeur dans ce cas-là. Et c'est pas une science exacte, donc je dirais qu'il y a quasiment autant d'avis qu'il y a de mentors, de conseillers, d'organismes de support. Donc là, je pense que c'est un petit peu à l'entrepreneur lui-même et de se faire sa propre opinion. Et puis par ailleurs, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers des gens qui connaissent le business, qui connaissent le domaine, qui sont des verroutiers du secteur et qui vous ouvriront leur carnet d'adresse. Je pense que connaître son secteur, c'est ce qui revient. J'ai interviewé 2-3 entrepreneurs là, sur les derniers jours et ils ont tous travaillé dans leur secteur avant d'y entreprendre et forcément ils se sont dit mais ça m'a énormément aidé, j'ai travaillé 2, 3, 4 ans dans ce secteur. Je sais comment fonctionne le secteur, donc forcément ça... Voilà. Oui, et si on ne le sait pas, allez chercher les ressources ailleurs. Pas hésiter à faire monter quelqu'un qui ait déjà de l'expérience et des connaissances au sein de son conseil d'administration. C'est une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font aussi. C'est de se passer d'un vrai conseil d'administration. Et qui vont monter un conseil d'administration de complaisance avec la tante, l'oncle, le papa, la maman, le frère, la sœur, que sais-je encore. Et qui vont... dans le fond, confirmer l'entrepreneur dans ce qu'il pense, mais ne questionneront jamais ses choix. Oui, c'est ça. Donc là, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller trouver des personnes qui ont la connaissance du secteur et qui auront le courage de vous dire qu'ils sont en désaccord avec votre stratégie. C'est ça. Pas écouter les personnes qui me disent « c'est génial, juste pour nous faire plaisir », ça peut être très dangereux, je pense. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup plus de chances de réussir si on est 2, 3 dans notre équipe de base. Une question très bateau, mais selon vous, qu'est-ce qui fait un bon cofondateur? Si vous deviez choisir quelqu'un avec qui entreprendre, ce serait quoi vos critères, entre guillemets, pour choisir un cofondateur? Oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas généraliser. C'est vrai que c'est plus facile de grandir quand on est une équipe au départ, simplement parce qu'il y a plus dans 3 têtes que dans une seule et que c'est plus facile d'assumer l'ensemble des fonctions d'entreprise quand on est 3, et en ce compris celles que vont requérir l'accroissement de la taille de l'entreprise. Mais la réponse à votre question dépend un petit peu de ce qu'on entend par réussite. C'est quoi la réussite? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est grandir dans ce cas-là? Oui. Par contre, si c'est le fait de vous arrêter à une taille aux alentours de 5-6 personnes et de générer assez de revenus que pour mener une vie convenable et assurer la subsistance de votre famille, dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut pas nécessairement une équipe. Ouais. Ok. C'était ma prochaine question, justement. Via CPME, vous voyez beaucoup de startups démarrer. Et ma question, c'était est-ce qu'il y a un point commun entre les startups qui réussissent? Mais évidemment, si la réussite est subjective et qu'elle varie... voilà. Les notions de réussite, de performance, c'est éminemment subjectif. Je pense qu'il y a autant de définitions qu'il y a d'entrepreneurs. Pour revenir à la question précédente, donc comment monter une équipe? Je pense qu'il faut aller chercher des compétences qui sont celles que vous n'avez pas. D'accord. Donc aller chercher des compétences qui sont complémentaires aux vôtres, aller chercher des gens qui ne pensent pas comme vous, qui pensent différemment. Donc il faut vraiment viser la complémentarité. Je pense que ça c'est essentiel. Ouais. Alors la question suivante, c'est est-ce que c'est mieux de monter son entreprise avec un ami ou de le faire avec quelqu'un que vous n'aimez pas particulièrement ou avec lequel qui est compétent en atome crochet. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Je pense que dans tous les cas, il faut bien se protéger. Je pense que dans tous les cas, c'est indispensable d'aller consulter un avocat et de déjà prévoir les problèmes. Il y a un adage latin qui dit « si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. Et je pense que ce n'est jamais aussi vrai que dans le domaine de la création d'entreprise. Donc déjà penser aux questions de valorisation des parts, au cas où il y aurait une dispute qui ferait en sorte que les associés devraient se répartir les parts, ou il y en a un qui les revende aux autres. Souvent, on voit des sociétés qui vont disparaître parce que les cofondateurs ont eu un conflit et n'ont pas anticipé ce conflit, n'ont pas anticipé les questions qu'elles se posaient. Tandis que si vous les anticipez, vous disputerez, mais le risque de disparition de l'entreprise n'est plus aussi important. C'est l'erreur principale que vous voyez chez les entrepreneurs, ne pas mettre les choses au clair avec son cofondateur et qu'il y a un problème dans l'équipe? C'est certainement une des erreurs. Alors, pour revenir à la question de la réussite, on peut peut-être mettre ça sous l'angle de la croissance. Donc, si le but de l'entrepreneur est de fonder une entreprise qui un jour va devenir grande, je pense que là, effectivement, il faut une équipe. Ça, c'est indispensable.
il faut dès le départ se ménager du temps pour une réflexion stratégique. Ça, c'est vraiment une grosse différence entre les entrepreneurs qui grandissent et les autres. C'est que les premiers ne vont pas hésiter à se dégager des tâches journalières pour réfléchir au long terme, pour se fixer des objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. Ouais. Et ne vont pas se sentir obligés d'être en permanence, d'avoir en permanence les mains dans le cambouis. Ok. Et du coup, quand on veut avoir une entreprise qui grandit, comment est-ce qu'on fait pour la gérer et comment est-ce qu'on fait pour ne pas mourir à cause de sa croissance? Parce qu'il y a beaucoup de startups justement qui ont une croissance extrême et qui finissent dans le mur parce qu'ils n'arrivent pas à la contrôler. Alors encore une fois, c'est pas une question facile. On connaît tous des exemples d'entreprises qui visent la croissance avant de viser la profitabilité, surtout dans ce qu'on appelle la nouvelle économie. Pourtant, les études scientifiques tendent à démontrer que si on vise une certaine pérennité, il vaut mieux d'abord viser la profitabilité avant de viser la croissance, et pas l'inverse. D'accord. Ouais. Okay. Le métier d'entrepreneur, c'est quelque chose de très difficile. On travaille beaucoup, au début on n'a pas beaucoup de résultats, on est très souvent confronté à l'échec. Est-ce qu'il y a une motivation ou des motivations qui reviennent en général et qui font le point commun des différents entrepreneurs que vous avez pu rencontrer? L'indépendance, l'autonomie, oui. C'est quelque chose qui est... Être son propre patron, ne pas dépendre des autres. Ouais. Et c'est quelque chose qui est ancré? Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce que c'est quelque chose qui peut venir par l'environnement dans lequel on se trouve, par l'éducation, par les livres qu'on va lire, etc. Ouais. On a parlé de culture et donc la réponse se trouve quasiment déjà dans la question. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est avant tout quelque chose de construit. D'accord. Donc il y a sans doute une petite partie innée, comme toujours. La réponse ne peut pas être complètement noire, complètement blanche, elle est plutôt dans les zones de gris. Mais de manière générale, on sait que l'entrepreneuriat est un construit social. D'accord. Et donc c'est le fait d'entendre parler d'entrepreneuriat, le fait de recevoir une éducation qui vous pousse à la prise de décision, à une certaine autonomie, le fait d'avoir un milieu familial qui soit entrepreneurial, le fait que la culture ambiante soit pro-entrepreneuriat. On prenait les États-Unis, un exemple que je reprends souvent, c'est que si vous prenez la presse grand public américaine comme USA Today, qui n'est pas un très bon journal, loin de là, mais quand on regarde le nombre de pages qui sont consacrées à l'entrepreneuriat dans ce journal, qui est un journal fort lu, c'est énorme. On avait parlé d'échecs. C'est quoi votre vision par rapport à l'échec? Alors, ma vision de l'échec, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas dû à une fraude de la part de l'entrepreneur, ce n'est pas dû à des erreurs épouvantables, impardonnables, mais que malheureusement, bien qu'on essaie de mettre en place toute une série de mécanismes pour le contrer, l'échec est trop largement stigmatisé dans nos sociétés. Ouais. Plus tellement juridiquement, donc là aussi on a mis en place des principes tels que l'excusabilité de la faillite, ce genre de choses. Donc là il y a une vraie évolution, mais dans la mentalité des gens. Chez les fournisseurs, chez les clients, chez les intermédiaires financiers, le fait d'avoir fait une faillite, ça reste un stigma qu'on va garder à vie, et alors encore pire, souvent dans l'entourage proche. D'accord. On va perdre des amis, on va éventuellement y perdre son couple, sa famille. À cause de l'échec. Oui, donc l'échec peut avoir des conséquences terribles, dramatiques. Parce qu'il n'est pas accepté par l'entourage ou parce que ça touche personnellement? Les deux. Les deux. Okay. Parce que c'est pas accepté par l'entourage et aussi parce que l'entrepreneur lui-même va mettre un certain temps pour récupérer. Et cette phase peut prendre du temps, va être compliquée à gérer, et s'il n'est pas soutenu, ça peut donner, l'entourage a une importance capitale dans ce cas-là, s'il ne soutient pas son... Et pourtant, on sait que les entrepreneurs qui redémarrent après un premier échec réussissent nettement mieux que les autres. Et donc l'échec est souvent une forme d'apprentissage assez importante. Et là, encore une fois, c'est l'aspect culturel qui est prédominant. Donc, dans nos cultures, l'échec est quelque chose qui est terriblement mal accepté. On parlait du système scolaire tout à l'heure. Ne fût-ce que la façon dont on interroge les enfants, les jeunes, les étudiants, et la façon dont la notion d'échec est véhiculée et ressentie est épouvantable. Ça ne mène pas du tout à créer des entrepreneurs. Est-ce que le système éducatif
est voué à rester comme ça ou est-ce qu'il va évoluer? Parce que par exemple, à Paris, il y a l'école 42 qui a été lancée par Xavier Niel, et là le système éducatif est totalement différent, mais c'est une initiative privée, ça ne vient pas du gouvernement, c'est pas une initiative publique. Alors est-ce que ça va changer d'après vous ou... Mais je ne vois pas vraiment de signe en tout cas. Par contre, les bons signes que je vois, c'est la généralisation d'activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat, en tout cas au niveau du secondaire. Mais on sait depuis longtemps que des pédagogies alternatives comme Montessori ou Freinet, qui autonomisent les jeunes, qui leur apprennent à travailler en équipe, qui leur apprennent à travailler par projet, qui n'ont pas cette vision négative de l'échec, eh bien produisent plus d'entrepreneurs que la pédagogie traditionnelle. Il faut savoir rebondir, quoi. Un exemple, c'est Oussama Hamar qui a une boîte qui s'est complètement plantée, et puis il a cofondé deux familles qui ont maintenant un succès énorme. Mais on voit aussi de plus en plus de structures, la station F à Paris qui apparaît aussi. Il y a un exemple fameux, c'est Henry Ford, qui a fait 3 faillites avant de réussir. J'ai vu dans vos travaux que vous avez travaillé sur l'entrepreneuriat social. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? Encore une fois, c'est difficile à définir parce que l'entrepreneuriat social, c'est un mélange de plusieurs choses, mais ma définition, c'est que ce sont des activités entrepreneuriales avec pour objectif principal un objectif social. D'accord. Donc un objectif de transformation à petite échelle, de transformation du monde. Mais il n'en demeure pas moins que l'objectif économique reste important. Donc par exemple, une entreprise qui ne vivrait que de subventions, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. D'accord. Donc il faut ce qu'on appelle en anglais la double bottom line, un double objectif, donc un objectif social et économique. Et vous avez des exemples, des entrepreneurs que vous avez rencontrés qui se sont lancés là-dedans? Il y a un exemple international fameux qui est en train de devenir une grosse boîte, c'est Tom's Shoes aux États-Unis. Donc c'est une entreprise de fabrication et de vente de chaussures. D'accord. Pardon. Et pour chaque paire de chaussures vendue, il y a une paire qui va au tiers-monde. Ah ok, d'accord. Et c'est une entreprise tout à fait rentable. Un ancien projet SPME, c'est Créo2. Ça, on peut considérer que c'est l'entrepreneuriat social aussi. Tout à fait. Ok. Et aussi, je donne un autre exemple. Je ne connais plus son prénom, mais c'est M. Englebert à La Hulpe, entre La Hulpe et Waterloo, qui a lancé l'Essentiel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un lieu, entre guillemets, où les personnes handicapées peuvent aller et où là, l'accompagnement est beaucoup plus fort et beaucoup plus qualitatif que dans les établissements publics dans lesquels il n'y a pas assez de budget, etc. Mais il a commencé de zéro tout seul. Il a dû vraiment faire ça de son côté avec d'autres parents handicapés. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat social alors. S'il y a vraiment de l'aide à la personne qui est au centre de... S'il y a de l'aide à la personne et si l'entreprise vit grâce à ses recettes. D'accord. Ouais. Ok. Donc s'il y a une activité économique. D'accord. Ok. À part vos livres, est-ce qu'il y a un bouquin... Pour terminer sur la question, je pense que c'est important aussi de tracer la frontière entre l'entrepreneuriat social et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Okay. Donc là, l'objectif de l'entreprise reste principalement économique. Et on fait un petit peu de choses éthiques sur le côté, je ne vais pas dire pour se donner bonne conscience, mais quasiment. En tout cas, ce n'est pas au centre des activités de l'entreprise. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué et que vous recommanderiez à quelqu'un? Alors, moi, je continue à bien aimer un vieux bouquin qui est le Timmons. Timmons est décédé il y a quelques années déjà. Timmons New Venture Creation. Ok. Pourquoi ce bouquin-là en particulier? Parce que ça a été un des premiers dans le domaine et que je pense qu'il a une série de recettes et de vérités qui restent absolues. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des grands entrepreneurs à la Elon Musk qui à chaque fois qu'ils arrivent sur un marché, ils bouleversent tout? Ah, c'est génial, hein, on ne peut qu'être admiratif. Mais maintenant, moi je refuse de se faire cette dichotomie entre ça c'est un entrepreneur et les autres pas. D'accord. Je pense que celui qui ouvre son petit restaurant, son petit snack est tout aussi entrepreneur qu'Elon Musk. C'est une autre dimension, mais je ne dirais pas certains ne peuvent pas être qualifiés d'entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas ces rêves de grandeur, etc. D'accord. Je pense qu'il faut des Elon Musk, mais voilà, ça reste l'exception. Ils sont quand même un petit... Oui, c'est ça, il n'y a pas... Un Elon Musk, il y en a, c'est hyper rare, quoi. Voilà. Elon Musk, c'est vraiment l'entrepreneur schumpeterien, donc il va complètement révolutionner les règles, les routines et qui finalement va sans doute arriver à changer tout un secteur, changer ses structures profondes, à faire disparaître toute une série d'entreprises. Donc il en faut aussi, mais il y en a très très peu. D'accord. Et les autres méritent d'être appelés entrepreneurs aussi. D'accord. Si on arrive à la dernière question de l'interview, si vous aviez un conseil à donner
quelque chose que vous avez appris dans toute votre expérience, un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, ce serait quoi votre conseil? Croyez en votre projet. Mhm. Si vous y croyez réellement, ça va être simple de convaincre les autres. D'accord. Et convaincre les autres, c'est essentiel. Il faut que les autres, en particulier vos clients, vos consommateurs, comprennent ce que vous faites pour eux. Ok. Merci à vous. Je vous en prie.